m'appelle Sylvain Tanguy. Je suis chez Airbus Protect, la filiale d'Airbus dédiée à la sécurité, la sûreté de fonctionnement et le développement durable. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'EBIOS-RM en pratique. Qu'est-ce que ça change par rapport à EBIOS 2010 ? Mais d'abord, Lionel, je t'en prie. Bonjour, donc Lionel Władysławski, je suis administrateur du club EBIOS. Et donc, au point de vue de l'organisation de cet atelier, moi je vais commencer par vous faire un petit point ou une petite présentation sur ce qu'est EBIOS et en particulier la dernière version qui est EBIOS Risk Manager. Donc sur l'intérêt, la nécessité même de maîtriser ces risques cyber et l'approche et ce que peut apporter une méthodologie comme EBIOS Risk Manager. Et donc Sylvain fera une partie plus pratique sur la mise en œuvre concrète, notamment au travers d'un outil. Déjà, petite question, alors en tout cas pour ceux qui sont dans la salle, EBIOS, ça vous parle, qui connaît EBIOS, qui a déjà pratiqué, juste en levant la main pour avoir une idée. Oui, enfin, il y en a, ça compte pas. Mais d'accord. EBIOS 2010, EBIOS Risk Manager, EBIOS Risk Manager, qui connaît EBIOS Risk Manager, s'est déjà plongé dedans. D'accord, ok. Bon, très bien. Donc je vais commencer. Juste, excusez-moi, j'ai pas de retour sur l'écran. Ah, voilà, impeccable, merci bien. Hop, c'est bon, impeccable. Parfait. Donc, petite présentation rapide du club EBIOS. Alors, désolé s'il y en a qui étaient déjà présents à la session d'ouverture tout à l'heure. J'ai présenté déjà un petit peu le club EBIOS. Mais, donc, rapidement, le club EBIOS, c'est une association, donc à but non lucratif, qui travaille en étroite collaboration et qui est soutenue par la NSSI. Avec un certain nombre d'objectifs, mais objectif principal, c'est de développer la culture, la prise de conscience autour de la maîtrise des risques cyber. Donc, ça veut dire l'évaluation des risques et le traitement des risques. Donc, qui est, comme je disais ce matin, qui est un élément fondamental et de plus en plus pour assurer sa cybersécurité, puisque les ressources sont bien évidemment forcément limitées. Et donc, il faut être capable d'optimiser l'utilisation des ressources que l'on peut allouer à la cybersécurité. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est d'être capable d'identifier ces risques et d'utiliser ces ressources pour se protéger vis-à-vis des principaux risques qui peuvent être identifiés. Donc voilà, donc le club EBIOS, ça rassemble une communauté, aujourd'hui à peu près 350 membres, entités et individuels. Donc la façon, en fait le club EBIOS est organisé en groupes de travail. Donc il y a des groupes de travail qui travaillent sur différents sujets, mais qui tournent tous autour de la méthodologie EBIOS de la NSSI, et avec l'objectif de faciliter la compréhension de cette démarche et faciliter sa mise en œuvre. Et donc les résultats qui sont élaborés par le club sont disponibles à tout le monde. Donc c'est pas uniquement disponible pour les membres du club, mais c'est mis à disposition librement sur le site du club. Donc au-delà de cet aspect facilitation communication, le groupe de travail typiquement aussi est un petit peu le bras armé de la NSSI, typiquement dans les travaux de normalisation internationaux. Donc pour ceux qui connaissent la norme 27005, typiquement, qui est une des normes de la série 27000 qui traite de la gestion des risques, il y a une nouvelle version qui va être publiée dans les semaines qui viennent, qui vient d'être finalisée. Et le club EBIOS, via l'AFNOR, a fortement contribué à l'élaboration de cette nouvelle version. Et donc, il y a un certain nombre de principes d'EBIOS Risk Manager qu'on va retrouver dans cette norme. Et on peut d'ores et déjà dire aujourd'hui qu'avant même la sortie, EBIOS Risk Manager est conforme à cette nouvelle version. Alors, désolé, ça ne fonctionne pas. Merci. Donc, pour les personnes donc, qui connaissent un peu EBIOS, qui connaissaient EBIOS 2010, un
petit rappel, donc en mois de juillet, la NSSI a officiellement annoncé la fin de EBIOS 2010, donc après 12 ans de bons et loyaux services. Donc la NSSI ne recommande plus et ne soutient plus l'utilisation de EBIOS 2010, donc au profit de EBIOS Risk Manager qui a été publié fin 2018. Bon, ça me sert à rien. Du coup. Alors, EBIOS Manager, de quoi s'agit-il? Donc, comme je disais, c'est une méthodologie de maîtrise des risques. Donc, c'est une méthodologie qui vise à être capable d'identifier et d'évaluer ces risques en matière cyber et de les traiter. Et donc, c'est cette version-là. Je rejoins ce que je disais un peu sur le club. C'est une version qui a été élaborée en collaboration entre la NSSI et le club EBIOS. Donc, si vous voyez, si vous regardez, dans la première page, l'introduction au niveau de la méthodologie, c'est indiqué que ça a été effectivement élaboré avec le concours du club EBIOS. Et donc l'intérêt, en fait, c'est que du coup, c'est une méthodologie qui prend en compte les retours d'expérience sur les versions précédentes au travers des groupes de travail et des membres du club dont je parlais tout à l'heure, et qui présente donc des évolutions assez importantes par rapport à la version précédente sur lesquelles je vais revenir. Merci. Alors pourquoi donc la première question, une des premières questions, c'est effectivement pourquoi gérer ces risques. Donc voilà, donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui il y a multiplication des attaques. Hein. Je pense que vous voyez bien au niveau des médias, au niveau de la presse ou aussi bien médias audiovisuels, régulièrement des problématiques d'attaques cyber qui sont remontées, qui sont de plus en plus médiatisées. Et aujourd'hui, ça épargne personne, hein, quel que soit le type d'entité, que ce soit entité publique ou privée, quelle que soit la taille, le secteur d'activité. Des PME qui mettent la clé sous la porte suite à des problèmes de cybersécurité, il y en a de plus en plus. Et donc, voilà, ce que je disais tout à l'heure, les ressources, notamment dans des entités comme des PME ou des TPE, évidemment, c'est forcément très limité par rapport à ces problématiques cyber. Et donc, il y a la nécessité d'allouer et d'être capable de mettre en œuvre ces ressources, que ce soit les ressources humaines, ressources financières, etc., de manière optimisée, et donc par rapport aux risques réels par rapport auxquels l'entité et vis-à-vis desquels l'entité est confrontée. Ce qu'apporte une démarche comme EBIOS Risk Manager par rapport aux versions précédentes, c'est qu'il y a une forte implication et c'est fortement tourné vers le métier. Donc, un des principes ou un des objectifs d'EBIOS Risk Manager, c'est de faciliter la communication entre les métiers, les décideurs et la partie plus technique, la DSI, le RSSI, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche orientée vers le métier et d'être capable d'identifier et de gérer les risques qui sont en relation avec les activités de l'entité et avec ses métiers. Merci. Un des éléments aussi, un des principes clés des EBIOS Risk Manager par rapport à la version précédente, encore une fois pour les gens qui connaissaient EBIOS 2010, donc c'était fallait identifier tous les risques, fallait être capable de les traiter, etc., de développer des scénarios par rapport à potentiellement tous les types de risques. EBIOS Risk Manager veut avoir une approche beaucoup plus pragmatique et moins théorique, même si EBIOS 2010 c'était très bien. Mais notamment, un des principes clés d'EBIOS Risk Manager, c'est de dire il y a des éléments de base qui sont liés à l'hygiène de base qu'on doit mettre en œuvre dans le cadre de son système d'information, typiquement la mise à jour des correctifs de sécurité, par exemple, ou ce genre de choses. C'est pas la peine de perdre du temps à étudier et à élaborer des scénarios 10 par rapport à ce genre de choses. Donc, premier principe de base des EBIOS Risk Manager, c'est l'hygiène. Donc, il y a des éléments, des bonnes pratiques de base à mettre en œuvre. Il y a des éléments qui peuvent être imposés en fonction du secteur d'activité, qui peuvent être imposés par la réglementation.
qui est applicable à l'entité concernée, typiquement. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Hein. S'il y a des choses qui sont imposées, encore une fois, ce n'est pas la peine de perdre du temps à étudier les scénarios de risque. Il faut les appliquer de toute façon, puisque c'est une obligation réglementaire. Donc c'est une approche par conformité. Donc c'est ce que EBIOS Risk Manager appelle une approche par conformité. Donc vous avez un socle de sécurité qui correspond aux bonnes pratiques, aux exigences réglementaires, etc., que vous devez mettre en œuvre. Voilà. Donc vous avez déjà ça qui s'applique. Qui va permettre de couvrir déjà de base, de toute façon, un certain nombre de risques sans avoir à se poser de questions. Et donc l'idée, c'est, vous partez de ce socle de sécurité, donc il y a une analyse déjà pour identifier la conformité par rapport à ce socle, mais ensuite, les scénarios de risque et l'analyse de risque ne va porter que sur des éléments complémentaires et des risques spécifiques sur lesquels il va falloir du coup étudier effectivement plus en détail. Donc voilà, c'est un petit peu l'image que vous voyez là, où vous avez effectivement vous avez une barrière, mais vous avez une barrière au niveau de la route, mais à gauche et à droite, vous n'avez rien, et donc les véhicules passent autour de la barrière. Il n'y a pas besoin de faire une analyse de risque pour savoir qu'il faut mettre une clôture pour éviter que les voitures contournent la barrière. Merci. Donc voilà, donc le schéma reprend cet aspect-là avec donc ce schéma est issu directement de EBIOS Risk Manager. Donc avec les deux premiers étages du bas là qui correspondent à cette approche par conformité et la partie du haut. Donc on analyse que on passe du temps à identifier, élaborer des scénarios de risque que par rapport à ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas traité ou couvert par la partie socle de sécurité. Merci. Autre point important d'EBIOS Risk Manager, mais pour le coup qui était aussi déjà le cas des versions précédentes, on a notamment d'EBIOS 2010, il faut avoir en tête que c'est une boîte à outils. Donc EBIOS Risk Manager, ça identifie effectivement un certain nombre de démarches, d'étapes à réaliser, qui ne sont pas forcément toutes à couvrir. Voilà, moi, ça fait un certain nombre d'années que je pratique EBIOS. Je connais pas j'ai pas eu de prestation où j'ai appliqué de A à Z EBIOS, que ce soit 2010 ou EBIOS Risk Manager, en passant toute étape par étape, etc., etc. C'est vraiment une boîte à outils qui doit être adaptée en fonction du contexte, en fonction des objectifs visés. Donc, si vous faites une analyse de risque globale sur une entreprise, c'est pas la même chose que si vous faites une analyse de risque sur un système ciblé, typiquement. Donc le contexte est important. La manière dont vous allez appliquer EBIOS Risk Manager est évidemment pas la même si vous êtes dans une PME que si vous êtes dans un grand groupe. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais EBIOS Risk Manager, quand je le prends, je lis les 3 premières pages et puis j'arrête parce que c'est un pavé, etc. etc. Donc il faut bien avoir en tête que c'est une boîte à outils et qui s'adapte vraiment à tous les contextes et à toutes les situations. Voilà, moi, j'applique EBIOS Risk Manager régulièrement dans des PME. On a, au sein du club, on a développé, donc vous pourrez le trouver sur le site du club, donc club-ebios.org, a été développé par un des groupes de travail, ce qu'on a appelé une méthodologie flash d'EBIOS Risk Manager, donc qui permet en une journée de dérouler l'EBIOS Risk Manager sur un système particulier. Donc je vous invite à aller voir, mais ça prouve que voilà, c'est vraiment une boîte à outils qui s'adapte et que l'on peut adapter aux différents contextes. Donc voilà, donc je ne vais pas tarder après à te laisser la parole. Juste peut-être quelques éléments clés pour finir. Autre point important d'EBIOS Risk Manager qui n'était pas traité de manière aussi explicite dans EBIOS 2010, c'est la prise en compte de l'écosystème. Donc si vous suivez encore une fois l'actualité par rapport aux attaques, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attaques qui passent par des sous-traitants, qui passent par des prestataires, etc. etc. Donc c'était pas quelque chose qui était pris en compte de manière forcément très claire dans la version précédente. Là, c'est vraiment aussi un des éléments clés d'EBIOS Risk Manager, c'est la prise en compte de l'écosystème, donc l'identification de toutes les parties prenantes. Donc ça peut être des parties prenantes, ça peut être, encore une fois, si vous êtes sous un sous-ensemble d'une entité, ça peut être, les parties prenantes peuvent être internes à l'entreprise, elles peuvent être aussi donc évidemment externes à l'entreprise, via des sous-traitants, des partenaires, etc. Les clients font aussi partie de cet écosystème. Les clients peuvent être aussi des portes d'entrée par rapport à des cyberattaques. Donc voilà, encore un principe clé d'EBIOS Risk Manager, une évolution importante par rapport à EBIOS 2010, c'est cette prise en compte de l'écosystème dans la démarche.
Donc voilà. Après, tu reviendras peut-être toi sur ces parties composantes du risque. Ou... Je t'en prie, vas-y. Donc rapidement, je vais effectivement passer là-dessus. L'approche dans l'E-Bios Risk Manager, il y a deux axes. Il y a, on peut dire, le point de vue du défenseur et le point de vue de l'attaquant. Donc l'idée dans l'E-Bios Risk Manager, c'est d'analyser les deux et de rapprocher les deux. Et le point de vue du défenseur, c'est d'identifier quels peuvent être des éléments redoutés. C'est-à-dire qu'est-ce que, et encore une fois en liaison avec le métier, avec les activités métiers, qu'est-ce que je crains, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que dirigeant d'une PME typiquement, ou en tant que manager dans une entreprise, etc. Qu'est-ce que je redoute par rapport à mes activités métiers, par rapport à mes objectifs métiers. Donc cette approche voilà, défenseur, c'est d'identifier quels sont les événements redoutés et d'identifier leur niveau de gravité. Donc si l'événement redouté se produit, quels peuvent être les impacts. Et encore une fois, avec la vision métier. Donc ça, c'est la partie défenseur. Et ensuite, c'est le suivant, merci. Et vous avez après le pendant qui est la vision de l'attaquant. Donc l'attaquant, déjà, il y a différentes typologies d'attaquants en fonction de votre secteur d'activité, etc. Donc ça peut être des hackers avec un but, avec un objectif ludique, jusqu'à des organisations criminelles, des organisations éventuellement étatiques ou soutenues par des États. Et donc ces hackers, ils vont avoir des objectifs. Ils vont avoir des objectifs par rapport à l'attaque qu'ils veulent mener. Et donc, s'ils atteignent ces objectifs, ça va se traduire, du coup, par la réalisation des événements redoutés du point de vue du défenseur. Et c'est là qu'on rejoint la partie vision du défenseur et vision de l'attaquant. Donc voilà, c'est en faisant le lien entre objectif visé et événement redouté que vous faites le lien entre la vision du défenseur et la vision de l'attaquant. Suivant, merci. L'approche des BIOS Risk Manager, là pour le coup, toi tu vas revenir dessus, donc je vais parler très rapidement de ça. Mais voilà, donc l'idée, et encore une fois en prenant en compte l'écosystème, la démarche des BIOS Risk Managers, et je répète, sur des points spécifiques qui ne sont pas couverts, sur des éléments qui ne sont pas couverts par la partie approche par conformité et socle de sécurité. Donc c'est d'identifier des scénarios suivant deux axes. Un axe stratégique ou fonctionnel. Donc c'est identifier fonctionnellement par où l'attaquant pourrait passer. Et donc là, comme on le voit sur ce schéma, y compris du coup en prenant en compte l'écosystème, les prestataires, les sous-traitants, etc., pour mener son attaque. Et vous avez, donc ça c'est la partie fonctionnelle, et vous avez ensuite, merci, par rapport à chacun des chemins d'attaque fonctionnels qui sont identifiés, identifier d'une manière opérationnelle comment est-ce que l'attaque va pouvoir être menée, par quoi est-ce qu'il va pouvoir passer, un serveur qui est potentiellement pas mis à jour, pas patché, des mots de passe faibles, beaucoup évidemment du social engineering par rapport à des utilisateurs qui ne seraient pas suffisamment sensibilisés, etc. Donc ça c'est la partie scénario opérationnel, et donc l'identification de ces chemins d'attaque permet de qualifier la vraisemblance du scénario. Et quand vous avez, du coup, quand vous rejoignez la gravité qui a été identifiée tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux événements redoutés, et la vraisemblance par rapport au chemin d'attaque et au scénario d'attaque, ça vous permet de quantifier votre risque. Donc la gravité par la vraisemblance, ça vous permet de quantifier votre risque. Et donc derrière, de réaliser le traitement correspondant, comme Sylvain va l'expliquer tout de suite. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, je vous la passe. Je vais m'arrêter là pour l'instant sur la partie présentation un peu générale du coup des BIOS Risk Manager, les points clés en termes d'évolution par rapport à BIOS 2010. Et je vais laisser la parole à Sylvain sur une présentation pratique de la mise en œuvre de cette méthodologie dans un outil et via des exemples. Merci Lionel. Alors en effet, concrètement, qu'est-ce que ça change? Alors, on va aller. J'avais quelques slides supplémentaires. Petit rattrapage de slides. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change? eBios-CRM en pratique, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que ça change par rapport à eBios 2010? Je vais prendre du coup l'exemple officiel de l'ANSSI, de la documentation officielle d'eBios-CRM, qui au passage, tu l'as mentionné, est très complète. Très, très pratique et très utile pour apprendre eBios-CRM.
également traduite en anglais, ce qui est pratique si vous travaillez dans un environnement international. EBIOS-RM, on a 5 ateliers. Donc on a un atelier 1 on va retrouver comme dans EBIOS 2010 un atelier qui est un atelier de cadrage. On va aussi avoir un inventaire des biens essentiels, biens supports, et on va retrouver les événements redoutés. On va avoir à l'atelier 2 l'étude de qui pourrait vouloir nous attaquer et pourquoi. À l'atelier 3, l'écosystème. À l'atelier 4, la partie technique, qui s'appelle les scénarios opérationnels. Et à l'atelier 5, c'est le traitement du risque, parce que c'est bien d'identifier des risques, mais le but de tout ça, c'est d'être capable de les communiquer en vue de les traiter. Donc on va parler plan de traitement à ce moment-là. Je commence par l'atelier 1. Ce qu'on retrouve à l'atelier 1, c'est très similaire à EBIOS 2010. On a des biens essentiels qui sont renommés valeurs métiers, au lieu de biens essentiels, c'est plus parlant sans doute. Et biens support, du coup, c'est la même chose. On va essayer de les associer entre eux. C'est tout simple, c'est comme EBIOS 2010. On va retrouver les événements redoutés. C'est le même principe aussi qu'EBIOS 2010, avec une petite variation. On va essayer, alors normalement on peut le faire aussi avec EBIOS 2010, mais on va essayer de les rendre le plus contextualisé possible, le plus clair possible. On va éviter les pertes de dispo de mes moyens de production qu'on pouvait retrouver régulièrement sur des analyses EBIOS 2010. Pourquoi on va faire ça ? Déjà, c'est plus pratique quand on va devoir communiquer les risques et les présenter aux personnes qui auront besoin de les voir. Mais aussi parce que, Lionel, tu l'as mentionné, on se retrouve avec EBIOS-RM avec une méthodologie qui permet beaucoup mieux la collaboration que ce que permettait EBIOS 2010. Et surtout, l'ANSSI a raison, encourage l'approche collaborative. C'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers, on va avoir autour de la table des personnes qui savent ce qui se passe si jamais l'appli tombe en rade, si jamais les données fuitent, si jamais les données ne sont plus les bonnes. Souvent, c'est des utilisateurs de l'appli, des experts, etc. Et puis ces personnes-là, ça va leur parler beaucoup plus d'avoir quelque chose de contextualisé, de concret, plutôt que juste une combinaison bête et méchante de perte de dispo, perte d'intégrité, etc. On évalue donc des valeurs d'impact, exactement comme dans EBIOS 2010. On prend le pire des cas et ça nous fait des événements redoutés. Donc si vous avez déjà pratiqué EBIOS 2010, ce sera quasiment la même chose que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va retrouver quelque chose de nouveau par contre. C'est le socle de sécurité. Alors nouveau, partiellement, puisque quand on fait une analyse EBIOS 2010, on doit s'intéresser aux mesures de sécurité existantes, mais cette fois-ci, on va s'y intéresser sous un autre angle, sous l'approche d'un référentiel, sous l'approche de la conformité. Pourquoi ? On peut utiliser un référentiel plutôt que de lister des mesures ad hoc, ça peut se discuter, mais surtout c'est parce qu'on va avoir des référentiels qui sont applicables. C'est très rare qu'on fasse une analyse de risque et qu'il n'y ait aucun référentiel qui soit applicable. Plutôt que de faire une analyse de risque de A à Z, on peut peut-être couvrir facilement toute la partie à laquelle on doit de toute façon être conforme et ensuite s'intéresser aux risques qui restent après. On gagne beaucoup de temps dans l'analyse de risque, on gagne beaucoup de temps d'une manière générale dans la restitution des risques, les plans de traitement, etc. Donc il vaut mieux d'abord être conforme à ce à quoi on doit être conforme, puis après étudier les risques. Mais c'est aussi pour éviter, sur un système où la conformité pourrait revenir toute rouge parce que rien n'a été fait, d'aller passer des jours à faire une analyse de risque pour dire des évidences qui sont faites un minimum de sécurité. Donc c'est l'un des enjeux de cette approche par la conformité. Donc comment ça se passe en pratique ? Si on a des rapports d'audit existants, de pentest, ou simplement une analyse de conformité, on gagne un temps précieux. Si on ne l'a pas, on peut l'évaluer. Alors de la même manière qu'avec EBIOS 2010, on aurait listé les mesures existantes, cette fois-ci on prend un référentiel et on regarde si oui ou non c'est implémenté. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme référentiel ? Si aucun n'est applicable, on peut prendre le guide d'hygiène de l'ANSSI, qui est très bien pour cet usage. Mais si par exemple on s'est imposé une ISO 27001 parce qu'on est certifié, on peut prendre l'annexe de la 27001 ou la 27002, c'est la même chose. Si on a des contraintes réglementaires parce qu'on est OIV, on a aussi des documents qui peuvent s'appliquer, donc l'I 901, la LPM, si on est dans un environnement militaire a fortiori. Et puis on peut aussi avoir des exigences qui viennent d'un client ou d'une autre entité. Si on a pris un accord contractuel avec un client pour une liste d'exigences, on peut commencer par essayer de les appliquer avant de s'intéresser aux risques dans le détail. Ça veut dire qu'effectivement, à cet endroit-là, si on se rend compte que la conformité c'est tout rouge, on peut aussi lever le crayon et dire ça ne sert à rien de faire l'analyse de risque, on s'arrête là et on fait d'abord une mise en conformité. À l'atelier 2, du coup, on va retrouver des choses qui n'existaient pas dans EBIOS 2010, et très indirectement en tout cas, c'est l'étude des profils d'attaquants. Qui pourrait vouloir nous attaquer
Et pourquoi? Alors, il y a un petit... Hop, voilà. En pratique, c'est quoi? On va lister des sources de risque, on va lister des objectifs visés. Alors, c'est des jolis mots pour dire source de risque, c'est un attaquant, un profil d'attaquant, par exemple, un groupe cybercriminel organisé, ou un script kiddie, ou un terroriste. On peut trouver donc tous ces profils d'attaquants-là, et puis pourquoi ils voudraient vouloir nous attaquer. Donc, on peut retrouver l'espionnage industriel, alors, par exemple un concurrent. On peut retrouver un aspect purement lucratif, par exemple un groupe criminel qui utiliserait un ransomware. L'intérêt de faire ça, il est double. Ça communique très bien aux personnes qui ne sont pas de la Sécu qu'en fait, il y a des vrais risques et des vrais gens qui pourraient nous en vouloir et pourquoi. Et puis, ça permet aussi de cadrer un peu la suite de l'analyse. Ça peut être très long si on veut rentrer dans les détails, mais c'est très rare qu'on rentre dans les détails. À cet endroit-là, généralement, ça met moins d'une demi-heure. On prend la liste des sources de risque et d'objectifs visés qui viennent de la doc officielle des BioCRM, on l'adapte un petit peu si besoin, et puis c'est très très vite fait. Donc c'est un atelier qui est en plus, mais qui est généralement très très court. À l'atelier 3, alors, hop, un cran trop loin. À l'atelier 3, donc on s'intéresse à l'écosystème. Lionel l'a mentionné, beaucoup d'attaques aujourd'hui ne sont pas directes, c'est-à-dire qu'un attaquant ne va pas essayer d'attaquer directement le firewall de bordure, alors on a quand même pas mal de phishing direct, mais on a aussi beaucoup d'attaques qui passent par une entité externe, souvent un prestataire, et qui par rebond atteignent le réseau d'une entreprise. Ou un système, ça marche aussi pour les systèmes embarqués, les systèmes industriels, c'est un adage qui est vrai dans tous les domaines. Et donc, on va s'intéresser à l'écosystème. Alors, EBIOS 2010 le permettait, mais en pratique, ne le poussait pas et c'était très souvent oublié. Donc, BioCRM étant construite sur le retour d'expérience d'EBIOS 2010, c'est pris en compte. Et donc, on a tout un atelier qui est dédié à l'écosystème. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lister ce qu'on appelle les parties prenantes. Parties prenantes, c'est souvent des prestataires, mais c'est aussi des clients, c'est des partenaires. Par exemple, si on a un client qui a des données qui sont une propriété intellectuelle, notre propriété intellectuelle, dont on ne veut pas qu'elle fuite parce qu'on a mis des années à la développer, etc. Mais tout ça, c'est chez le client. Et si l'attaquant attaque le client et copie nos données, il a accès à nos données et nous, on n'a rien pu y faire. Donc peut-être qu'on a des exigences de sécurité à pousser à nos clients. Les fournisseurs, c'est assez évident, c'est le cas le plus typique. On peut aussi avoir le cas des partenaires qui peuvent avoir toute ou partie de nos données ou nous aider à rendre un service et si jamais ils ne sont plus en état de fonctionner, en fait, on ne peut plus rendre notre service. Donc c'est le but de cet atelier. Donc on les liste, on leur donne quelques propriétés qui sont à quel point on dépend d'eux, si jamais il est plus dispo, est-ce qu'on en a un deuxième sous la main, à quel point ils sont présents dans nos systèmes. Donc si on a outsourcé tout notre IT, tout notre système d'information et qu'on a un prestataire qui route sur tous nos serveurs, là on va avoir une très grosse valeur à cet endroit-là, parce que lui, s'il se fait attaquer, on est vraiment embêté. Et puis on va voir à quel point, on pense en tout cas, parce que souvent on n'a pas d'infos, à quel point on pense que ce partenaire-là ou ce prestataire-là est sécure et à quel point on lui fait confiance. Alors tout ça, ça prend un peu de temps, mais pas trop si les informations sont disponibles. Surtout, ça permet de construire ça. Je ne l'ai pas mentionné, les captures d'écran viennent d'un logiciel qu'on a développé nous en interne pour nos analyses de risque, parce que faire une EBIOS CRM sous Excel, j'en parle à la conclusion, c'est plus difficile que de faire une EBIOS 2010 sous Excel. Et donc, on a développé notre propre logiciel qui s'appelle Fence et qui automatise un grand nombre de choses, c'est le but, parce qu'une EBIOS CRM, quand on a un outil, le nôtre ou un autre d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on a listé quelques parties prenantes, on a mis quelques valeurs, et puis on a facilement un radar où tout ce qui est près du centre, c'est dangereux, il faut qu'on s'en inquiète. Alors s'en inquiéter, ça veut dire quoi? Si on a un fournisseur qui est tout au milieu, je reprends l'exemple de notre fournisseur, notre prestataire IT chez qui on a outsourcé tout et qui route sur tous nos serveurs, peut-être qu'il faut revoir le contrat, peut-être qu'il faut ajouter des exigences de sécurité, peut-être qu'il faut faire un audit si en tout cas le contrat le permet, mais en tout cas il faut s'en inquiéter parce qu'il y a un gros risque si ce prestataire se fait attaquer, en fait nous aussi. Ça donne du coup un premier plan d'action pour ce genre de choses. Donc on peut, là, à cet endroit-là aussi, lever le crayon et commencer à écrire des actions qu'on peut mettre en place dès ce moment-là. Parfois, on va se rendre compte que notre supply chain, nos fournisseurs sont déjà OK. Et c'est très bien. En pratique, on a souvent deux, trois découvertes à cet endroit-là qu'on aurait généralement raté avec une EBIOS 2010. On écrit ensuite des scénarios stratégiques. Alors pourquoi on les écrit, puisqu'on vient déjà de définir assez d'informations pour faire un plan d'action? C'est simplement pour guider la suite de l'analyse. C'est-à-dire qu'on va regarder avec un scénario stratégique par où un attaquant pourrait entrer dans notre système d'information.
On ne va pas juste considérer les interfaces externes, par exemple, j'ai une DMZ avec des serveurs exposés sur Internet. On va considérer ce cas de figure, mais on va aussi considérer le VPN que j'ai avec tel partenaire, l'accès SSH à mon bastion qu'a tel fournisseur. On va considérer tous ces aspects-là. Donc là, on est juste à haut niveau, on liste les chemins d'attaque qu'un attaquant pourrait prendre pour atteindre notre système d'information. C'est très rapide, surtout si on a fait correctement la partie précédente et qu'on a un schéma d'architecture à peu près propre. Ça prend 1 heure ou 2 en général pour un système de taille moyenne. Alors, tout ce que je viens de dire, le 1 heure ou 2 notamment pour un système de taille moyenne, c'est un système complexe, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est l'un des gros points des BIOS-CRM. Elle peut faire des choses très légères, mais elle s'adapte aussi à des choses très complexes. Et c'est ce qu'on va voir à l'atelier 4. L'atelier 4, donc, c'est la partie technique, ça s'appelle les scénarios opérationnels. Avec EBIOS 2010, on avait une liste de scénarios d'attaque, souvent sur des biens supports, dans un tableau. On essayait d'évaluer une vraisemblance. Quand on évaluait la vraisemblance, on se retrouvait souvent à se dire alors l'attaquant il doit passer par là, il doit entrer par là, ensuite il doit rebondir là, etc., jusqu'à arriver à tel système. Avec EBIOS-RM, on utilise des graphes. C'est beaucoup plus simple. On représente chaque étape. Une étape peut être utilisée dans plusieurs scénarios et on va évaluer la vraisemblance pour chaque étape. Donc déjà, c'est plus répétable, c'est-à-dire que si j'ai un collègue qui fait la même chose, il risque de tomber plus facilement sur les mêmes choses puisqu'il y a moins de... Enfin, les étapes sont plus formelles. C'est aussi beaucoup plus facile à communiquer. Quand on doit aller expliquer ça à une équipe infrastructure, les scénarios sont beaucoup plus évidents que quand on a un petit tableau avec une liste de scénarios de menaces génériques. L'autre intérêt, c'est en tant qu'analyse de risque, et surtout sur les systèmes complexes, on passe beaucoup moins de temps à réfléchir à ce que chaque case pourrait vouloir dire. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus rapide, et donc on économise pas mal de temps. On économise aussi beaucoup de temps puisqu'on a fait déjà l'approche par la conformité au début, donc on a déjà une idée très claire normalement de ce qui est implémenté en termes de sécu, et on n'a plus qu'à s'intéresser aux risques qui restent. Donc on gagne beaucoup de temps aussi à cet endroit-là grâce à ça. Et puis l'atelier 5, c'est simple, on va avoir un plan de traitement, comme dans EBIOS 2010. On peut avoir les mêmes KPI avec donc le même reporting, avec les mêmes matrices de risque, les mêmes waterfall charts, etc. Tout ce qu'on avait avec EBIOS 2010 c'est tout à fait possible aussi avec EBIOS-RM. Et je l'ai déjà mentionné, c'est beaucoup plus facile de présenter les risques en détail puisque c'est des graphes. Un dernier mot sur le joli diagramme officiel d'EBIOS-RM, c'est ces flèches en bas qui servent à faire des itérations. On va retrouver deux choses. Le fait que mettre à jour l'analyse de risque régulièrement, donc toutes les analyses de risque, quelle que soit la méthodologie, devraient être mises à jour régulièrement. EBIOS-RM, c'est plus simple, parce que comme c'est des graphes, on ajoute ce qui a été ajouté, on supprime les liens ou les boîtes qui ont disparu. On n'a pas besoin de se refaire tout le tableau en entier. Je pense à la partie technique spécialement, puisque c'est souvent la plus longue à mettre à jour. Mais ça veut dire aussi qu'on peut faire des itérations, et la méthode est prévue pour, c'est-à-dire qu'on peut faire une première analyse de risque rapide sur notre système d'information en restant un peu à haut niveau pour voir à quel point on est sécure ou pas, identifier les plus gros trous et lancer un plan d'action, puis s'y coller 6 mois après, et rentrer dans plus de détails. On peut aussi dire je veux prendre en compte telle partie de mon périmètre et puis j'ajouterai telle autre partie plus tard. Et EBIOS-RM est très bien pour ça, et c'est une grosse évolution par rapport à EBIOS 2010. Le mot de la fin. Vous l'avez compris, il y a des choses en plus, il y a des choses similaires, beaucoup d'ailleurs. Les choses en plus ont tendance à, au final, apporter une forme de simplification ensuite. Donc la méthodologie elle-même est plus complexe, mais rend les choses plus pratiques. Donc au final, ça se ressemble. L'approche par la conformité est un gros plus, et l'approche par graphe est aussi un très gros plus. C'est une méthodologie donc, qui est prévue pour être collaborative, et même si on peut l'utiliser comme EBIOS 2010 dans son coin en lisant juste la doc, je ne le recommande pas. C'est quand même vraiment bien d'embarquer dès le début toutes les personnes qui vont devoir ensuite, à qui on va devoir présenter les risques et qui vont ensuite devoir les traiter, parce que comme ça c'est évident pour eux qu'il y a des risques, sans qu'on ait besoin de leur expliquer pendant des heures à la fin de l'analyse de risque pourquoi est-ce qu'on a raison. Bon, des fois on a tort, Et puis, du coup, moi, ce que je trouve bien avec EBIOS-RM, c'est qu'elle est dans l'ensemble plus pratique, plus facile à utiliser. Un inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut un outil puisqu'elle est plus complexe. Alors, on peut le faire avec Excel. J'ai vu des EBIOS-RM avec Excel, mais il faut du coup être très bon en Excel puisque la méthodologie est quand même un peu plus complexe qu'EBIOS 2010. Et si je devais finir sur une phrase, c'est qu'au final, ça prend à peu près autant de temps de faire une EBIOS-RM que de faire une EBIOS 2010. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Je devine que vous aurez des questions. Et puis, bien sûr, si vous avez des retours d'expérience à partager, n'hésitez pas. On a gardé les 10 dernières minutes exprès pour ça. Alors, je répète la question pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur l'utilisation des BioCRM sur des projets en Agile? Oui, la réponse est oui. Donc l'Agile, c'est quoi? C'est un logiciel ou un système en général qui va être implémenté de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toute une implémentation, puis à la fin, on teste, on branche et on voit si ça marche. Mais on va avoir plusieurs versions intermédiaires, chacune étant généralement fonctionnelle et donc apportant un service aux clients ou aux personnes en tout cas qui doivent l'utiliser. Comment ça se passe avec EBIOS CRM? Justement, alors on peut le faire avec EBIOS 2010, ça marche aussi, mais EBIOS CRM est plus pratique quand même dans ce domaine-là. C'est qu'on va faire une analyse de risque sur la première version du système, et puis à chaque mise à jour du système, il va falloir refaire l'analyse de risque, enfin, la mettre à jour aussi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on prend la liste de ce qui a changé. Souvent, c'est des ajouts, il peut y avoir éventuellement des modifications, et puis on va ajouter ça dans l'analyse. Sur EBIOS CRM spécifiquement, ça veut dire qu'à l'atelier 1, il peut y avoir des assets en plus, des biens essentiels et des valeurs métiers, pardon, et des biens supports en plus. Bon, les valeurs métiers, ça reste relativement rare qu'elles évoluent, mais ça peut évoluer. La conformité, alors il y a une partie agile, une partie importante dans l'agile, c'est comment on prend en compte des exigences de sécurité et des exigences non fonctionnelles en général. Je garde ça pour juste après. Donc normalement, on n'est pas embêté pour cette partie-là. Pour l'atelier 2, rien ne change. Pour l'atelier 3, très peu de choses changent aussi. Et ce qui va se passer, c'est à l'atelier 4, c'est sur la partie technique, où on va simplement ajouter les boîtes, les étapes d'attaque qui pourraient être nouvelles, ou mettre à jour les existantes. Donc c'est vraiment simple par rapport à une EBIOS 2010, où il fallait refaire tout le tableau, vérifier que rien n'avait changé. Un point sur la conformité. Dans un développement agile, donc on va prioriser les fonctionnalités en fonction de leur valeur pour le client ou l'utilisateur. Et tout ce qui est non fonctionnel, donc notamment tout ce qui va avoir trait à la fiabilité et à la sécurité, mais souvent ça n'apporte pas de valeur immédiate aux utilisateurs, donc on ne le prend pas en compte. Ça, c'est une approche immature de l'agile que je déconseille très fortement. Ce que je recommande à la place, et ce qui se fait dans les sociétés qui savent faire de l'agile avec la volonté en tout cas de le faire bien et d'avoir un logiciel qui marche et qui soit fiable et sécure, c'est d'avoir des règles qui disent on implémente nos fonctionnalités, mais on ne passera jamais outre ces règles. Donc il va y avoir des règles liées à la fiabilité, je ne les détaille pas ici, et puis des règles liées à la sécurité. Et on va justement prendre le même référentiel qu'on aura utilisé dans l'analyse EBIOS CRM. En fait, souvent, on va tomber sur les mêmes raisonnements qui amènent au même référentiel. Donc on n'a pas besoin de refaire l'atelier 1 à chaque fois. On peut faire la vérification, c'est une bonne chose, mais en tout cas, on n'a pas besoin de tout reprendre à zéro à chaque fois. Et juste peut-être pour compléter, ça c'était je dirais la vision, l'utilisation des BioCRM sur un projet agile. Moi j'ai aussi des retours d'expérience de la mise en œuvre de BioCRM de manière agile. Et donc typiquement, chez un client qui est un fournisseur de solutions en mode SaaS, ce qui a été mis en œuvre, c'est effectivement d'être capable de prendre en compte et d'ingérer dans les BioCRM des résultats de tests d'intrusion, des résultats de scan de vulnérabilité, des résultats d'audit client. Donc, ils sont pris en compte déjà pour regarder si dans les scénarios opérationnels qui ont été élaborés, est-ce que ça rentre dans ces scénarios-là? Sinon, est-ce qu'il faut développer de nouveaux scénarios? Et jusqu'à éventuellement même remonter jusqu'aux événements redoutés. C'est-à-dire, est-ce que y a, par rapport à des vulnérabilités qui ont été identifiées ou des points qui ont été remontés par un audit client, il y a un événement, ça correspond, on n'arrive pas à le rattacher à des événements redoutés, donc il y a peut-être des événements redoutés supplémentaires à rajouter. Et donc ça, c'est vraiment l'application agile, en fait, entre guillemets, de EBIOS CRM. Et ça se fait de manière relativement simple. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que par rapport à de l'EBIOS 2010, où il fallait, je caricature un peu, mais il fallait presque reprendre toute l'analyse de risque pour faire ce genre de choses. Voilà. Là, vous regardez si ça se réinjecte au niveau de l'atelier 4, est-ce qu'il faut remonter à l'atelier 3, éventuellement à l'atelier 2, et ça se met en œuvre. Alors, je ne dirais pas que c'est simple, mais ça se met en œuvre relativement simplement dans une approche EBIOS CRM.
initialement évoqué en disant qu'il y avait plusieurs granularités possibles d'utilisation de la méthode. Mais en gros, est-ce que ça fait vraiment sens dans une PME, une TPE, etc. Et à partir de quand c'est justifié? Et bon, tu as illustré les durées d'atelier, donc qui paraissent extrêmement courts. Donc on peut s'imaginer que pour une TPE, une PME, ça peut faire sens de faire un atelier d'une demi-heure, une heure ou autre chose. Mais voilà, sur la granularité d'utilisation par rapport à la taille d'entreprise, est-ce que vous pourriez répondre l'un et l'autre d'ailleurs? Ouais, je vais du coup on va inverser par rapport à la question précédente. Je vais répondre en premier, après je te laisse la parole. Oui, pardon. Donc répéter la question, c'est avoir une idée donc par rapport à la taille de l'entreprise, aux différentes tailles d'entreprise, de l'application en fait ou de l'applicabilité des bio-CRM et ce que ça peut entraîner. Enfin, comment concrètement ça peut être mis en œuvre. Si j'ai bien retraduit la question. Je dirais alors bio-CRM pour moi, bio-CRM est beaucoup plus adapté et beaucoup plus simple à mettre en œuvre entre guillemets pour une PME que EBIOS 2010. Déjà parce qu'il y a cette approche par conformité, déjà parce qu'il y a cette forte collaboration et ce fort attachement aux métiers, aux activités métiers. Ce que je disais, quand vous commencez à discuter d'événements redoutés avec un dirigeant de PME, ça lui parle beaucoup plus que du ransomware. Donc ça permet vraiment d'avoir cette collaboration. Et l'autre point clé des BIOS Risk Manager, c'est l'aspect progressivité. Qui est aussi, pour moi, très adapté à justement des structures type PME, qui peuvent bien évidemment pas tout faire d'un coup et tout traiter d'un coup. Donc cet aspect progressivité, on commence effectivement par identifier le socle, on commence par avoir cette approche par conformité par rapport au socle. Après, on commence à se poser des questions sur effectivement les risques, les événements redoutés principaux, les risques correspondants, etc. Et tout ça peut se faire de manière progressive. Donc voilà. Donc moi, mon point de vue, pour avoir pratiqué les deux, je pense que EBIOS Risk Manager est justement beaucoup mieux adapté et beaucoup mieux adaptable à une démarche type PME. Et juste un dernier point peut-être pour compléter. J'ai évoqué déjà ce qui a été élaboré par un des groupes de travail du club sur la démarche Flash, donc, alors qui n'est pas directement, qui est plutôt axé, le travail qui a été fait, c'est plutôt axé pour être appliqué sur un projet au sein d'une entreprise. Donc c'est pas directement, ça vise pas directement les PME. Mais aujourd'hui, le club EBIOS a rejoint le GIPA CIMA, donc cybermalveillance.gouv.fr, et on a actuellement un groupe de travail qui est co-animé par Cybermalveillance et par le club EBIOS, auquel il y a le MEDEF qui participe, il y a la CPME qui participe, etc., sur justement l'approche maîtrise des risques basée sur EBIOS Manager au sein des PME et des TPE. Donc voilà, donc les résultats devraient sortir, je pense, courant 2023, donc c'est des choses qui sont en cours. Mais voilà, donc la conclusion pour moi, c'est que c'est très bien adapté effectivement aux PME. Oui, je voulais juste compléter du coup avec l'aspect pour des systèmes plus gros. Donc effectivement, la plupart des ateliers, enfin l'atelier 1 en tout cas, la partie événements redoutés, conformité, est proportionnelle à la taille du système. Donc pour une PME, ça pose pas de problème. L'atelier 2 et 3 sont rapides. Alors l'atelier 3 sur des gros systèmes avec des centaines de développeurs ou d'ingénieurs qui travaillent dessus, bien sûr, il y a beaucoup de fournisseurs, ça prend beaucoup plus de temps, mais en même temps c'est logique. Et le gros travail en fait sur l'atelier 4. C'est la partie technique. Et là, il faut choisir le niveau de détail qu'on veut y mettre. Souvent, à l'échelle d'une PME, on prendra un niveau de détail plus faible. On ne va pas étudier serveur par serveur. On peut, au fur et à mesure, justement, on peut commencer par une étude à haut niveau, puis rentrer dans les détails ensuite. Et puis, on peut avoir des ateliers 4 qui durent des mois sur des très gros systèmes, voire même des années pour certains d'entre eux. En termes de gouvernance dans une entreprise, comment est-ce que EBIOS CRM va aider à faire, maintenant, mettre en évidence les risques IT ou cyber par rapport à des risques financiers, des risques sociaux, des risques environnementaux. L'ensemble de l'entreprise va traiter l'ensemble de ces risques-là. Comment est-ce que EBIOS CRM arrive finalement à montrer l'importance des risques cyber par rapport à des risques de défaillance d'un prestataire, par exemple? Ça marche. Alors, je répète la question. Comment est-ce qu'EBIOS CRM peut mettre en évidence les risques cyber par rapport aux autres risques que doit gérer une entreprise, les risques sociaux, financiers, business, etc. On n'a pas une grosse différence entre EBIOS 2010 et EBIOS CRM sur ce point-là. Un risque de sécurité à la fin d'une EBIOS 2010 ou à la fin d'une EBIOS CRM, ça reste assez similaire. Dans EBIOS CRM, il est souvent tourné d'une manière qui parle un peu plus au management, donc ça simplifie. Pour EBIOS 2010, il y a un petit peu d'adaptation à faire, mais dans tous les cas, il y a un peu d'adaptation à faire. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces risques? Donc on peut les traiter au sens de ce qu'on fait dans une équipe sécu, mais aussi comment est-ce qu'on les intègre donc, dans la gestion des risques de l'entreprise. Donc la gestion des risques d'entreprise,
c'est souvent piloté par la finance. Ils gèrent beaucoup de risques. Et donc, la clé du truc, c'est d'arriver à synthétiser les risques sécu, parce que nous, ingénieurs sécu, on aime bien faire plein de risques détaillés avec plein de plans d'action détaillés. Donc, il y a une partie d'agrégation, de composition des risques pour présenter quelque chose de synthétique. Et puis, pour l'intégrer dans une gestion de risque d'entreprise, il faut des aspects financiers. Parce que les risques d'entreprise sont très souvent financiarisés. Financiarisés, ça veut dire combien ça coûte si le risque arrive et quelle est la probabilité que le risque arrive. Nous, on raisonne avec des vraisemblances sur une échelle de 1 à 4, 1 à 5. Là, il faut mettre une probabilité. Donc, il y a un peu de travail. Et BIOS-CRM n'y répond pas directement, mais fournit les éléments qui permettent d'arriver à ça, tout comme EBIOS 2010 le faisait avant. Mais on n'a pas encore la solution magique de méthodologie explicite pour faire ça. C'est un autre sujet d'étude, on pourrait refaire une conférence sur ce sujet-là, tellement c'est vaste, peut-être pour la prochaine mêlée l'année prochaine. On est en train d'étudier ce sujet-là tout particulièrement, justement. Alors oui, FAIR fait partie des choses à l'étude dans ce domaine-là. Peut-être juste, alors, dernière question, oui, monsieur, au fond de la... Non, pas de dernière. On n'a pas le droit. Vous venez nous voir, on répondra à votre question en dehors de l'atelier. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et Merci. puis, bonne continuation pour cette journée cyber. Bonne journée.